Mon ex-compagne m'a fait ce reproche, toutes mes amies reçoivent 2000 € par mois de la part de leur conjoint. Pourquoi ne me donnes-tu que 500 €? Je lui ai répondu, c'est une comparaison intéressante. J'ai alors totalement coupé cette aide financière et je lui ai suggéré de plutôt demander de l'argent au conjoint de ses amis. Elle a fini par réaliser qu'aucun autre homme n'assumerait ses dépenses et elle est revenue vers moi en s'excusant. Moi, un homme de 32 ans, j'ai besoin de me vider l'esprit parce que je suis encore en train d'assimiler à quel point cette histoire a pris des proportions démesurées. J'étais avec ma compagne, âgée de 28 ans, depuis environ 1 an et demi. Nous gardions des logements séparés. Elle louait un 2 pièces dans un beau quartier de Paris. Je suis propriétaire d'un petit pavillon en banlieue parisienne, et nous travaillons tous les deux à temps plein. Je suis développeur informatique pour une entreprise de services du numérique de taille moyenne. Elle est assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats. Au bout d'environ 7 mois, elle a abordé le sujet de ses fins de mois difficiles. L'augmentation des charges, le remboursement du prêt étudiant de son école privée, les agios liés à son découvert bancaire régulier, la routine. Je comprends. La vie parisienne coûte cher. Alors, j'ai proposé mon aide. 500 € par mois, par virement permanent automatisé sur son compte. Ce n'était pas un prêt, je n'attendais pas de remboursement, j'aidais juste ma partenaire. Elle semblait reconnaissante. Tu es incroyable. Merci beaucoup. Cela m'aide vraiment. C'était parfait. J'étais heureux de pouvoir l'épauler. Cela a duré peut-être 4 mois avant que les choses ne deviennent étranges. Nous dînions le mois dernier dans un excellent restaurant italien de la capitale. C'est moi qui l'invitais évidemment, et elle faisait défiler ses réseaux sociaux en attendant nos plats. Elle me montre des photos du déjeuner dominical de son groupe d'amis. Vous voyez le genre. Repas dans un palace, coupe de champagne, sac à main de luxe sur la table, bracelet en or assorti, toute l'esthétique des influenceuses. Cela a l'air amusant, dis-je, sans vraiment faire attention. Puis elle me lâche cette phrase. Oui. Tu sais ce qui est incroyable par contre? Elles reçoivent toutes environ 2000 € d'aide mensuelle de la part de leur conjoint. Certaines reçoivent beaucoup plus. Je leur disais que je recevais 500 € et elles étaient choquées. J'ai posé mon téléphone. Comment cela, choquées? Elles n'arrivaient pas à croire que c'était si peu. Leur conjoint leur vire simplement de l'argent tous les mois pour tout ce qu'elles désirent. Les boutiques, les journées en thalasso, l'épargne. 2000 € minimum. D'accord. Eh bien, je dis juste que 500 € ne mènent pas vraiment très loin. Cela couvre à peine le crédit de ma voiture et mon assurance. Je croyais que cela t'aidait pour ton loyer. Cela aide pour l'ensemble, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment faire une différence. J'ai pris une gorgée d'eau pour gagner du temps. Alors, que dis-tu exactement? Elle a fait ce petit haussement d'épaule, comme si elle était embarrassée mais aussi déterminée. Je veux dire, si tu pouvais verser 2000 € par mois, ce serait vraiment utile. Je pourrais rembourser mes dettes plus rapidement, mettre de côté, profiter un peu de ma vie. 2000 € par mois. Ton salaire annuel dépasse largement les 100 000 €. Non. Tu en as largement les moyens. Là n'est pas vraiment la question. Alors quel est le problème? Tu penses que je n'en vaux pas la peine? Le piège était posé. Une manipulation classique. Soit j'acceptais de quadrupler son aide, soit je disais qu'elle n'en valait pas la peine. Je dis que je t'aide déjà avec 500 € par mois de mon plein gré. Cela fait 6 000 € par an. Et maintenant, tu me dis que ce n'est pas suffisant d'après ce que tes amis sont censés recevoir. Ce n'est pas censé. Elles les reçoivent vraiment. J'ai vu leur train de vie, leurs appartements, leurs vêtements, tout. Tu as vu leur vitrine sur les réseaux sociaux. Elle s'est mise sur la défensive. Peu importe. Je savais que tu réagirais ainsi. Comme quoi? Comme quelqu'un qui n'apprécie pas d'être comparé à d'autres hommes en fonction de la somme d'argent qu'ils distribuent. Ce n'est pas ce que je fais. C'est exactement ce que tu fais. Le serveur a apporté nos assiettes. Nous avons mangé dans un silence de plomb. Nous sommes rentrés séparément, mais elle n'a pas laissé tomber. La semaine suivante a été ponctuée d'allusions constantes. Des liens vers des appartements parisiens qu'elle rêvait de pouvoir se payer. Des plaintes concernant son stress financier.
Des histoires sur les nouveaux sacs de grandes marques de ses amis et leur fin de semaine sur la Côte d'Azur auxquelles elle ne pourrait jamais participer. Le point de rupture s'est produit environ une semaine après ce dîner. Je suis à son appartement, et elle sort son ordinateur portable, ouvre une feuille de calcul, un vrai tableur avec des codes couleurs pour son budget mensuel. Regarde, ce sont mes revenus. Ce sont mes dépenses. Tu vois le rouge? C'est pour cela que je finis à découvert tous les mois, juste pour vivre. J'ai regardé. La colonne des dépenses était déraisonnable. Tu dépenses 600 € par mois en produits de beauté et en institut. C'est le prix pour de bons produits en pharmacie. Et les soins en salon ne sont pas donnés. Et ceci? 700 € pour les restaurants et les sorties. Il faut bien que je déjeune. Tu dois déjeuner pour 700 € de notes de frais personnels. Tout le monde ne peut pas toujours manger à l'extérieur. Et c'est 800 € par mois pour les vêtements. J'ai besoin d'une garde-robe. Je dois avoir une présentation irréprochable au cabinet. Ton cabinet d'avocat exige 800 € de nouveaux vêtements chaque mois. Ce n'est pas seulement pour le travail. C'est pour mon image, pour être présentable, me sentir en confiance. J'ai fermé l'ordinateur. Voici ce que je constate. Tu me montres un budget où tu vis largement au-dessus de tes moyens et tu attends de moi que je finance la différence. Je demande du soutien à mon conjoint. Tu demandes à ton conjoint de quadrupler son soutien financier parce que tes amis affirment que leur conjoint leur verse plus. Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit entièrement d'elle. C'est littéralement ainsi que tu as amorcé cette discussion. Donc, tu refuses de m'aider. Je t'aidais avec 500 € par mois, mais tu as transformé ce geste en une obligation. Et maintenant, tu négocies à la hausse comme si j'étais censé rivaliser avec d'autres hommes. Ce n'est pas correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de me faire sentir que mon aide est insuffisante parce que les réseaux sociaux t'ont convaincu que d'autres personnes méritent plus. Elle s'est tue à ce moment-là. Alors, que veux-tu dire? Je dis que les 500 € par mois s'arrêtent ici. Maintenant tu me coupes les vivres. Je mets fin à une aide financière volontaire dont tu as très clairement indiqué qu'elle n'était de toute façon pas à la hauteur de tes espérances. Tu es sérieux? Totalement. Tu veux le train de vie de tes amis, demande à leur conjoint de te financer. Tu verras comment cela se passe. Tu es vraiment quelqu'un de cruel. Peut-être, mais je suis quelqu'un qui refuse d'être utilisé comme un guichet de banque pour s'entendre dire ensuite qu'il manque de générosité. J'attrape mon manteau. Et pour être tout à fait clair, nous deux, c'est terminé. Notre relation s'arrête là. Attends, quoi? Tu m'as bien entendu. Je ne partage pas ma vie avec quelqu'un qui me considère d'abord comme une source de revenus et ensuite comme un partenaire. Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Si, c'est le cas. Sinon, tu n'aurais pas passé ces derniers jours à faire des sous-entendus et à me présenter des audits financiers. Je suis parti. Elle m'a envoyé des messages ce soir-là, mais je ne les ai pas lus. Le lendemain matin, je me suis connecté à mon espace bancaire en ligne et j'ai révoqué l'ordre de virement permanent. Dossier clos. Première mise à jour. Je ne m'attendais pas à ce que la situation prenne une telle ampleur. Merci pour les retours mesurés. Voici la suite des événements. Les messages ont commencé presque immédiatement après la date prévue du virement. Elle a dû surveiller son application bancaire car elle a remarqué à la minute près que les fonds n'étaient pas crédités. Le virement n'est pas passé. Allô? Tu fais vraiment cela? Il faut que nous discutions. Tu ne peux pas me laisser sans ressources. J'ai des prélèvements à honorer. Je n'ai pas répondu. J'étais au bureau. J'avais des responsabilités professionnelles. Et honnêtement, je voulais voir jusqu'où irait son insistance. Quand j'ai vérifié mon téléphone après la pause déjeuner, il y avait 68 messages. 68. Ils sont passés de l'incompréhension à la tristesse, à la colère, au désespoir et de nouveau à l'indignation. Les derniers étaient les plus intenses. C'est un abus de pouvoir financier. Je vais me renseigner auprès d'un conseiller juridique. Tu me dois cette somme. Je passe chez toi ce soir. J'ai répondu à cette ultime provocation. Non, tu ne viens pas. Nous sommes séparés. Ne te présente pas à mon domicile. Nous ne sommes pas séparés. Tu es juste contrarié. Je t'ai annoncé que c'était terminé.
Mes mots avaient un sens. Tu ne peux pas rompre pour une simple question d'argent. Je me suis séparé de toi parce que tu as tenté de me manipuler financièrement en me comparant à d'autres hommes. La nuance est de taille. Je ne te manipulais pas. C'est pourtant exactement ce que j'ai ressenti. Elle s'est présentée chez moi malgré tout. Ce soir-là, je l'ai vue sur la caméra de mon interphone vidéo en train d'insister à la porte. Ouvre. Je sais que tu es à l'intérieur. J'ai activé le haut-parleur. Rentre chez toi. Nous devons avoir une véritable discussion. Nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai pris ma décision. Tu ne peux pas me laisser tomber dans cette situation. Je ne te laisse pas tomber. J'interromps une aide facultative. Tu es une adulte avec un contrat à durée indéterminée. Gère tes finances. Mon loyer est prélevé dans 3 jours. Il va falloir faire preuve d'organisation. Comment suis-je censé approvisionner mon compte? De la même manière que tu le ferais si nos chemins ne s'étaient jamais croisés, avec ta propre rémunération. Mon salaire ne couvre pas l'ensemble de mes charges. Alors trouve un appartement en banlieue. Cherche une colocation. Prends des missions en plus. Ce sont les solutions qui s'offrent à toi. Tu vas sérieusement me laisser me retrouver à la rue? Tu ne vas pas te retrouver à la rue. Tu vas simplement apprendre à équilibrer un budget. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes. Je n'arrive pas à croire que tu m'imposes cela. Je ne t'impose rien. Je cesse simplement de combler ton découvert. C'est très différent. Mon voisin d'à côté est sorti. Tout va bien par ici? Mon ancienne compagne s'est tournée vers lui. Il me jette à la rue. Elle ne réside pas à cette adresse, ai-je précisé via l'interphone. C'est mon ex-compagne. Elle refuse de partir. Le voisin semblait gêné. Vous devriez sans doute rentrer chez vous, mademoiselle. Elle a lancé un regard noir à l'objectif de la caméra. Cette discussion n'est pas terminée. Puis elle a regagné son véhicule. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué le lendemain. J'ai laissé le répondeur prendre le message. Bonjour, j'appelle au sujet de ton ex-compagne. Je suis le conjoint de l'une de ses amies. Elle m'a demandé de te contacter car elle est vraiment bouleversée. Elle affirme que tu l'as laissée sans ressources du jour au lendemain. Écoute, je ne connais pas les détails. Mais elle est effondrée et mon ami s'inquiète. Vous pourriez peut-être échanger calmement, trouver un terrain d'entente. J'ai effacé le message vocal. Puis sa meilleure amie a appelé. Je connaissais le numéro, alors j'ai décroché. Une erreur de jugement. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Bonjour, comment vas-tu? Ne prends pas ce ton. Elle est dévastée. Elle risque des rejets de prélèvement. Tu l'aidais et tu as tout stoppé brusquement. Je lui versais volontairement 500 € par mois. Elle a exigé 2000 €. J'ai refusé et j'ai annulé le virement permanent. C'était mes décisions. Elle n'a pas exigé 2000 €. Elle évoquait juste la situation d'autres personnes. Elle m'a présenté un tableau de ses dépenses et m'a demandé d'éponger un déficit bien supérieur à 500 €. Juste après m'avoir expliqué que ses amis recevaient toutes 2000 €. La conclusion s'imposait d'elle-même. Elle plonge dans les dettes à cause de toi. Elle s'endette parce qu'elle claque 800 € par mois dans les boutiques et 600 € en institut de beauté. Mon implication est nulle là-dedans. Tu inverses les rôles pour te dédouaner. Je m'en tiens au fait. Elle a un problème de gestion de son train de vie. Je refuse d'en être le financeur. Alors, tu vas juste la regarder sombrer. Elle ne sombre pas. Elle découvre les réalités de la vie active. Tu es d'un égoïsme effrayant. C'est un avis que je suis prêt à entendre, mais il ne changera pas ma position. Elle a mis fin à l'appel. La fin de semaine suivante, mon ex a tenté l'approche sentimentale. Elle s'est de nouveau présentée à mon domicile avec des sacs provenant d'un traiteur parisien réputé, mon adresse préférée. J'ai ouvert la porte mais je suis resté sur le seuil. J'ai apporté le dîner. Pouvons-nous discuter calmement, je t'en prie. Comment as-tu réglé cela? De quoi parles-tu? Le repas? Ce traiteur facture facilement 150 € pour ce genre d'assortiment. Comment as-tu pu te le permettre? J'ai utilisé ma carte bancaire. Celle dont le découvert est au maximum selon tes propres dires.
J'ai fait un transfert depuis mon livret. Avec quel fonds? Ceux destinés au loyer que tu prétendais ne pas pouvoir payer. Elle a perdu contenance. Son argumentaire venait de s'effondrer. Peux-tu juste me laisser entrer pour que l'on puisse s'expliquer posément? Nous pouvons le faire ici. Il fait froid ce soir. C'est un détail qu'il fallait anticiper avant de te présenter sans invitation. Pourquoi es-tu si dur? Je ne suis pas dur. Je suis factuel. Notre relation est terminée. Je ne finance plus ton train de vie. C'est la stricte réalité. Mais j'ai besoin de soutien. Tu avais du soutien quand je te transférais 500 €. Ensuite, tu en as exigé davantage. Aujourd'hui, la situation est différente. C'est la conséquence de tes actes. Une relation ne fonctionne pas sur ce principe. Nous ne sommes plus dans une relation. Nous pourrions l'être si tu prenais la peine de m'écouter. Je t'ai écouté. Ton message était centré sur tes besoins financiers. Ma réponse est négative. Cela ne se résume pas à l'argent. C'est pourtant l'unique motif de ta présence ce soir. Elle a de nouveau fondu en larmes. Je risque de perdre mon appartement. Alors donne ton préavis et cherche ailleurs. Je ne peux pas partir du jour au lendemain. J'ai un contrat de location. Dépose ton préavis. J'ai des mois de loyer à payer jusqu'à mon départ et je n'ai pas de quoi avancer une nouvelle caution, cela représente près de 3 000 € de frais. Cela ressemble à une problématique que tu vas devoir résoudre par toi-même. Je te déteste. Non, tu détestes le fait que mon compte bancaire ne te soit plus accessible. Si je te faisais un virement de 2 000 € à l'instant, tes sentiments seraient tout autres. C'est la triste vérité. J'ai refermé la porte, je l'ai entendue pleurer devant chez moi pendant bien 10 minutes avant qu'elle ne finisse par regagner sa voiture. Mon voisin m'a envoyé un message plus tard, ton ex-compagne a un certain sens du drame, non? Tu n'imagines même pas. Deuxième mise à jour. Deuxième semaine sans aucun contact de mon côté. Elle explorait encore toutes les pistes. D'abord, via d'autres connaissances communes. Des personnes que je côtoyais à peine. Son cousin, une ancienne camarade de promotion, tous avec le même discours moralisateur. Elle traverse une mauvaise passe. Tu manques d'empathie. Ne peux-tu pas faire un effort? Ma réponse restait invariable. Non. Puis j'ai croisé l'une de ses amies au supermarché, celle qui m'avait fait la leçon au téléphone. Elle m'a interpellé directement dans le rayon des surgelés. Tu es au courant qu'elle a dû solliciter ses parents pour boucler sa fin de mois. Tant mieux. La solidarité familiale sert à cela. C'est une humiliation pour elle. Elle a dû avouer que son conjoint refusait de l'aider. Son ex-conjoint. Et je n'ai rien refusé brutalement. J'ai mis fin à une aide financière que je versais de mon plein gré. C'est lorsqu'elle a considéré cela comme un dû, lorsqu'elle a tenté de négocier cette somme à la hausse en me comparant au conjoint de ses amis, que j'ai dit stop. Elle a exprimé ses exigences et j'ai exprimé mes limites. Mes limites ne lui ont pas convenu. Aujourd'hui, la situation a changé. As-tu la moindre idée du stress qu'elle subit? Probablement le même stress que n'importe quel jeune actif qui doit apprendre à ne pas dépenser l'argent qu'il n'a pas. Tu manques cruellement d'humanité. Je suis pragmatique. Elle cherchait un partenaire financier, pas un compagnon de vie. Je ne corresponds pas à ce profil. Elle ne cherchait pas un mécène. Elle espérait simplement un niveau de vie confortable. Comment définis-tu cela? Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a soupiré bruyamment et a tourné les talons. J'ai reçu un message le soir même d'un autre numéro inconnu. C'est son père. Nous devons avoir une explication. La situation devenait absurde. Au sujet de quoi précisément? Du manque de respect dont tu as fait preuve envers ma fille. J'ai cessé de financer des dépenses qui ne me concernaient pas. L'histoire s'arrête là. Tu l'as laissé s'habituer à un certain confort matériel. Je l'ai dépanné pendant 4 mois. Ensuite, elle a exigé des sommes basées sur les rumeurs du train de vie de ses amis. J'ai refusé. C'est assez clair. Elle se retrouve avec des agios bancaires par ta faute. Elle se retrouve à découvert parce qu'elle consacre 600 € par mois aux instituts de beauté et 800 € aux vêtements. Ma responsabilité n'est pas engagée. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Absolument pas.
Notre relation est terminée. Je vous invite à lui conseiller de cesser ses sollicitations indirectes. Il a haussé le ton. J'ai raccroché. Puis l'escalade a pris une autre forme. Mon ancienne compagne a commencé à fréquenter les lieux de mon quotidien, ma salle de sport, le café où j'ai mes habitudes, la brasserie parisienne où mes amis et moi nous retrouvons le vendredi. Sans un mot, elle s'installait, affichant une mine abattue mais une présentation toujours impeccable, portant des tenues neuves financées je ne sais comment. La troisième fois que ce scénario s'est produit, je suis allé la voir directement. Tu surveilles mes déplacements? Non, l'espace public est à tout le monde. 3 lieux différents en une semaine. La probabilité d'une coïncidence est faible. Nos habitudes se croisent, c'est tout. Ce n'était pourtant jamais arrivé auparavant. Peut-être que j'espère avoir l'occasion de te parler. Dans quel but? Parce que tu refuses tout dialogue. Parce que nous sommes séparés. Cette décision n'est pas irrévocable. Si, elle l'est. Tu as clairement défini tes priorités dans un couple. La sécurité financière avant tout. Je refuse ce type de contrat. Je n'ai jamais formulé les choses ainsi. Ce n'était pas nécessaire. Ton tableur était suffisamment explicite. Elle s'est mise à pleurer au beau milieu de la brasserie. Une véritable scène. Les tables voisines commençaient à observer. J'ai eu tort. Je m'en excuse. Pouvons-nous avoir une vraie discussion? C'est ce que nous faisons actuellement. Dans un cadre plus discret. C'est hors de question. Pourquoi refuses-tu? Parce qu'à chaque fois que nous sommes seuls, la conversation dérive sur l'argent. Ici, au moins, ton comportement est public lorsque je maintiens mon refus. Sa meilleure amie, celle qui n'était pas au supermarché, a fait son apparition. Elle devait l'attendre à l'extérieur. Ne sois pas agressif avec elle. C'est elle qui m'a suivi jusqu'ici. Elle cherche juste à s'expliquer et je veux simplement terminer mon verre tranquillement. Tu manques vraiment de cœur. Je fais preuve de constance. Ma décision est prise. Faire des scènes en public n'inversera pas la situation. Elle est dans une situation financière critique. Dans ce cas, elle devrait consacrer son énergie à consolider sa situation professionnelle plutôt qu'à suivre son ancien conjoint. Elles sont parties ensemble. Mon ex a pleuré de manière ostentatoire jusqu'à la sortie de l'établissement. J'ai discuté de la situation avec un de mes proches un peu plus tard. Sérieusement, est-ce que c'est inquiétant que je ne ressente aucune culpabilité? En principe, je devrais me remettre en question, non? Elle traverse une période compliquée. Elle traverse une période compliquée parce qu'elle pensait pouvoir te forcer la main financièrement. C'est la conséquence de ses propres calculs. L'ensemble de son cercle social me considère comme le pire des hommes. Son cercle social a validé ses exigences déconnectées de la réalité. Laisse-les parler. Son père a exigé des explications. Et tu lui as répondu quoi? Que sa fille devait apprendre à tenir ses comptes. Il a souri. Tu es d'un pragmatisme redoutable. C'est la bonne approche. Et c'était la vérité. Je ne me sentais pas redoutable. Je me sentais soulagé, comme si j'avais évité une erreur monumentale. Car si elle estimait avoir de tels droits sur mes revenus après 7 mois de relation, qu'en aurait-il été après 2 ans, 5 ans, ou un mariage sous le régime de la communauté? Elle aspirait à un niveau de vie qui dépassait ses capacités. Au lieu de réduire ses dépenses, elle a tenté d'augmenter ma contribution. Face à mon refus, elle a usé de tous les leviers, la culpabilité, la manipulation, la pression de l'entourage, les apparitions inopinées. Tout, sauf l'essentiel, remettre en question sa gestion financière. Dernière mise à jour. Cela fait environ 2 mois et demi que le virement a été révoqué. Je prends le temps de conclure ce récit car beaucoup se demandent comment les choses ont évolué. Le premier mois, les tentatives de contact indirect ont continué. Quelques apparitions dans mes lieux habituels, d'autres connaissances chargées de me faire la morale. Sa sœur m'a envoyé un long message sur les réseaux sociaux me qualifiant d'homme égoïste parce que je refusais de soutenir financièrement une personne avec qui je ne partageais plus ma vie. J'ai bloqué tous les profils liés à son entourage. Une mesure radicale, mais indispensable pour retrouver ma tranquillité. Par la suite, un ancien camarade d'université, totalement neutre dans cette histoire, m'a donné quelques nouvelles. Elle a dû prendre des décisions concrètes.
Elle a quitté son bel appartement parisien, les charges étant devenues insoutenables. Elle a trouvé une chambre en colocation dans une commune de grande banlieue beaucoup moins prestigieuse. Son loyer est passé de 1 800 € à 600 €. Elle a dû revendre sa voiture récente, dont les mensualités de crédit étaient trop lourdes, pour racheter un modèle ancien et kilométré. Ce changement de niveau de vie a dû fortement contrarier ses objectifs d'image professionnelle. Elle a également accepté de faire des heures supplémentaires les fins de semaine dans la restauration parisienne pour compléter ses revenus. En résumé, elle a pris les mesures qu'un adulte responsable doit prendre lorsque son train de vie n'est pas en adéquation avec ses finances. Le point final de cette histoire a eu lieu lors de la 6e semaine. J'étais invité à l'anniversaire d'une connaissance commune. Elle s'y trouvait, accompagnée d'un nouvel homme, la trentaine, costume impeccable, qui parlait avec assurance de son poste dans une banque d'affaires à la Défense. Il avait visiblement une excellente situation. Elle s'est arrangée pour que je les remarque. Elle a parlé assez fort pour que j'entende qu'il insistait pour régler leur consommation. Elle a veillé à ce que je le voie payer la note. Je l'ai salué d'un signe de tête distant et j'ai repris ma conversation. Plus tard dans la soirée, elle m'a interpellé dans le couloir menant au vestiaire. « Alors, tu ne viens même pas saluer les gens ?» J'ai dit bonjour. Je t'ai fait un signe. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Éclaire-moi. Je ne sais pas. Peut-être prendre de mes nouvelles. Montrer un minimum de courtoisie. Comment se passe ta vie actuellement? Beaucoup mieux, figure-toi. Vraiment mieux. Et ce n'est pas grâce à toi. J'en suis ravi pour toi. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai remarqué. Toutes mes félicitations. Il se comporte de façon très galante avec moi. C'est une excellente nouvelle. Il me considère à ma juste valeur. Il prend soin de moi. C'est parfait. Je suis content que tu aies trouvé un équilibre. Tu ne te demandes pas comment il prend soin de moi. Pas spécialement, non. Il est beaucoup plus généreux que tu ne l'as jamais été. Très bien. Mon absence de réaction semblait profondément l'agacer. Il me verse 1 500 € par mois. D'accord, c'est 3 fois ce que je te donnais. Le compte est bon. Cela ne te fait aucun effet? Pour quelle raison cela m'affecterait-il? Parce que je partage la vie d'un homme qui m'estime davantage que toi. Mon estime n'a jamais été le problème. C'est le fait d'être comparé financièrement à d'autres hommes et manipulé pour augmenter mes versements qui a motivé ma décision. Si ce banquier souhaite te verser 1 500 € tous les mois, c'est son droit le plus strict. C'est parfait pour vous deux. Tu es vraiment d'une froideur glaçante. C'est un reproche que tu m'as déjà fait à plusieurs reprises. Y a-t-il une finalité à cet échange? Je voulais simplement m'assurer que tu saches que je suis épanoui. Bien plus que je ne l'étais avec toi. C'est une excellente conclusion. Nous avons donc tous les deux trouvé la situation qui nous convenait. Elle m'a dévisagé, espérant probablement déceler une faille, un signe de jalousie, une once de regret. Elle n'a rien vu de tel. Bref. Bonne continuation dans ta solitude. Merci. Bonne continuation avec tes virements. Elle a tourné les talons. Je suis retourné profiter de la soirée. Mon ami neutre est venu me trouver un peu plus tard. Il faut que je te raconte un détail concernant son nouveau compagnon. Je t'assure que cela ne m'intéresse pas. Si, ça vaut le détour. Il ne lui verse aucune aide mensuelle. Pardon? Il l'invite lors de leur sortie. Les dîners, les verres, les soirées parisiennes, le fonctionnement classique d'un cadre supérieur qui gagne bien sa vie. Mais il ne lui fait aucun virement régulier. Elle a inventé cette histoire pour te faire réagir. Comment as-tu eu cette information? Je collabore avec son service. Nous avons pris un café la semaine dernière. Il a évoqué sa nouvelle rencontre, j'ai fait le lien avec ton ex. J'ai glissé la question avec tact. Il a souri et a répondu. C'est hors de question. Il ne finance le quotidien de personne. Il apprécie simplement d'inviter la personne avec qui il sort. Elle avait donc menti. Elle avait imaginé ce montant de 1 500 € pour piquer mon ego, pour me prouver que j'avais été défaillant. La réalité, c'est que cette information ne me touchait pas. Même lorsque je la croyais vraie, cela m'était égal.
car j'ai tiré une leçon de cette histoire. Lorsqu'un individu indexe la valeur d'une relation sur des critères financiers, ses attentes sont infinies. Si j'avais accepté de verser 2000 euros, le montant serait un jour passé à 3000. Puis à 5000. Il y aura toujours un profil sur les réseaux sociaux affichant un train de vie supérieur. Toujours de nouvelles collections en boutique. Toujours un argument pour justifier un besoin d'augmentation. Elle ne cherchait pas à construire un couple. Elle cherchait un mécène, et mon rôle n'est pas de financer le train de vie d'autrui. Le deuxième mois, j'ai appris que son histoire avec le cadre de la banque d'affaires s'était terminée. Apparemment, la récurrence de ses allusions financières a eu raison de sa patience. Une issue prévisible. Aux dernières nouvelles, elle réside toujours en colocation en banlieue, effectue toujours ses heures de service dans la restauration, et publie régulièrement des messages sur le développement personnel, la résilience et l'importance de connaître sa propre valeur. De mon côté, la vie suit son cours. Je fais de nouvelles rencontres, avec plus de discernement. J'ai récemment rencontré une femme qui a sa propre situation professionnelle, assume ses charges et ne m'a pas évalué une seule fois à l'aune d'autres hommes. Une approche rafraîchissante. Mes finances se portent à merveille, j'ai placé ces 500 euros mensuels, et le rendement de mon portefeuille affiche une hausse de 9% depuis le début de l'année. Un retour sur investissement nettement supérieur à celui de ma précédente relation. Certains estimeront que ma réaction a été trop radicale, qu'un compromis était envisageable. Que 500 euros n'étaient pas suffisants à Paris et que j'aurais dû proposer un juste milieu, autour de 1000 euros. Mais le débat ne portait pas sur le montant. Il portait sur la notion de dû, sur les comparaisons toxiques, sur la méthode employée. Si elle m'avait dit, je n'arrive plus à m'en sortir avec le coût de la vie parisienne. Pourrais-tu m'aider à restructurer mon budget? La discussion aurait pris une toute autre tournure. Nous aurions cherché des solutions à deux. Au lieu de cela, l'argument a été, les conjoints de mes amis leur versent 2000 euros, tu te dois d'en faire autant. Ce n'est pas un appel à l'aide. C'est la perception d'un impôt relationnel, et je refuse ce système. Elle a fait le pari que ma position ne tiendrait pas. Que la culpabilité ou la crainte de ne pas être à la hauteur de concurrents imaginaires l'emporterait. Que la perspective d'une rupture m'amènerait à revoir mon budget à la hausse. Ce pari a échoué. Les 500 euros l'aidaient, mais son ambition était ailleurs. Aujourd'hui, elle ne perçoit plus rien de ma part et elle s'adapte, car la réalité ne lui laisse pas le choix. Il est fascinant d'observer les ressources que l'on parvient à mobiliser lorsque l'on est confronté à ses propres responsabilités. Sa présence ne me manque pas. Cette relation ne me manque pas. Ce sentiment d'être un guichet automatique assorti d'une compagnie agréable ne me manque absolument pas. Ce que j'ai perdu? L'illusion de la personne que je croyais connaître avant ce fameux tableur, avant les comparaisons, avant de comprendre que mon statut se résumait d'abord à une ressource financière. Mais cette personne n'était qu'une projection. Je n'avais simplement pas encore perçu la réalité. Aujourd'hui, la vision est claire. Et je suis en parfait accord avec ce que je représente, un homme qui s'est posé des limites. Quelqu'un qui refuse de monnayer son respect. Quelqu'un qui sait se retirer lorsque le contrat n'est plus acceptable. Elle a tout le loisir de poursuivre sa recherche du mécène idéal. Je lui souhaite de le trouver. Quant à moi, je continue d'avancer avec l'assurance qu'une relation s'apprécie pour ce qu'elle est, sans qu'un virement mensuel soit nécessaire pour en valider la valeur. C'est cela, la véritable réussite personnelle. Commentaire, je crois profondément que l'amour ne devrait jamais nous faire perdre notre dignité. Quand une relation nous éloigne de la paix intérieure, il devient essentiel de réapprendre à poser des limites claires. Être gentil ne veut pas dire tout accepter, et avoir du cœur ne veut pas dire s'oublier soi-même. Je pense aussi que la vraie maturité commence quand on prend la responsabilité de sa vie au lieu de la déposer sur les épaules des autres. Vous avez le droit de choisir des liens où le respect circule dans les deux sens, sans pression, sans calcul ni confusion permanente. Il y a parfois une grande force dans le fait de partir calmement plutôt que de rester là où l'on se sent diminué. Guérir demande du temps, mais cette guérison devient plus profonde quand elle s'accompagne de lucidité et de douceur envers soi-même. J'aimerais que vous reteniez qu'on peut protéger son cœur sans devenir dur, et préserver sa paix sans cesser d'être humain. Si quelqu'un vous apprécie sincèrement, votre valeur ne dépendra jamais de ce que vous donnez matériellement. Je vous souhaite des relations simples, saines et sincères, où vous pouvez respirer, grandir et rester pleinement vous-même. Si vous avez aimé,
N'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.